Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de La Robe Numérique. Alors, chers auditeurs et chères auditrices, vous allez retrouver La Robe Numérique après quelques mois d'absence et puis quelques mois pour travailler finalement sur la proposition de contenu. Donc, vous pourrez retrouver les épisodes de La Robe Numérique en vidéo et en format 100% audio. Pour cette nouvelle ère de La Robe Numérique, nous avons choisi de parler d'un sujet extrêmement complexe, mais je suis sûre que nous l'aborderons de manière très pratique. C'est le sujet du logiciel libre, l'open source. Nous allons donc aborder ce sujet sur plusieurs épisodes et je vous invite à rester avec moi. Sans faire de blabla, je vais directement passer la parole à mes invités. Laurent, merci d'être venu. Alors aujourd'hui, c'est un peu compliqué parce que j'ai deux Laurent avec moi, donc... On n'a pas fait exprès. Non, vous n'avez pas fait exprès, mais c'est ainsi. Alors, Laurent Costi, vous êtes vice-président de l'association April, qui... malgré ce nom, est finalement l'Association pour la défense et la promotion du logiciel libre. Et vous êtes finalement le spécialiste du numérique dans le secteur associatif. Oui, moi j'ose tout, je suis comme ça. Oui, c'est alors, je parti. suis pas tout seul, mais... Mais un spécialiste, autour de cette table, vous êtes le spécialiste du secteur associatif, du numérique dans le secteur associatif. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Autour de la table, ça va. Ah bah, autour de cette table, ça va, soyons précis. Laurent Détaillère, vous êtes, vous, le CEO et CTO de Dolly Cloud. Vous êtes expert ERP et CRM, tant dans le libre que dans le logiciel propriétaire. Donc, vous allez pouvoir bien insister sur la différence. Et vous êtes également chef de projet d'Olibar. Et comme vous vous ennuyez, on est d'accord, vous êtes également hacker éthique. C'est complet. On a tout dit. Bon, alors c'est parti. Si on a tout dit, on peut commencer, rentrer dans le vif du sujet. La première question, eh bien, qu'est-ce que le logiciel libre? Alors, tu commences? Je vais donner peut-être la définition du logiciel libre comme l'entend l'April, la Free Software Foundation aussi. Finalement, le logiciel libre se définit par 4 libertés. La liberté d'utiliser le logiciel quelles que soient les conditions. La liberté d'étudier le programme. Donc ça sous-entend que le code est ouvert, qu'on a accès au code. La liberté de modifier ce programme. Et la liberté de redistribuer le code modifié. Voilà. C'est ça qui définit un logiciel libre et certainement pas la gratuité qui est souvent un amalgame qui est fait en toute logique puisque finalement free software, logiciel libre en français, contient le mot free en anglais qui à la fois signifie libre et gratuit. Voilà. D'où la confusion. Voilà, merci Laurent. Donc on pourrait enchaîner sur l'histoire, sur le mot open source. Cette confusion qui ne plaisait pas, qui posait problème pour certains, a incité certaines personnes à créer un autre terme qui s'appelle le terme open source, qui lui a été défini par l'OSI, donc un organisme qui a défini ce qui était l'open source, en 10 points. Et dans les 10 points, on va faire simple, dans les 10 points, on va retrouver les 4 libertés qui ont été citées dans le logiciel libre. Donc finalement, le terme logiciel libre et le terme open source sont très très proches. C'est juste qu'ils ont été faits par 2 mouvements différents, avec des pensées et des idéologies qui peuvent être différentes, mais sur le plan technique, on est bien sur la même définition, avec les 4 libertés qu'il faut respecter pour être un logiciel libre et pour être un logiciel open source. Donc on peut dire que le terme logiciel libre et logiciel open source recouvrent la même chose. Alors non, moi je vais... Souvent Framasoft, qui est une association d'éducation populaire en France, aime bien dire que le libre c'est l'open source avec de l'éthique. Parce qu'en fait l'approche open source, mais on sera peut-être pas forcément d'accord, on n'aura peut-être pas forcément la même approche, mais finalement l'open source va s'attacher aux arguments techniques autour de l'open source en disant voilà, le code est ouvert, donc c'est plus facile de le contrôler, de corriger, etc. Alors que finalement dans le logiciel libre, la manière dont Richard Stallman, le concepteur des logiciels logiciels libres l'a pensé, c'est un changement de société aussi. C'est ça qui était derrière sa philosophie à lui. Donc il y a une question philosophique derrière le logiciel libre que ne contient pas l'open source. Mais effectivement, c'est très proche et c'est vrai qu'en milieu de l'entreprise, on va plutôt parler d'open source pour justement aussi rassurer par rapport
à une perception qui peut être un peu de gauche parfois du logiciel libre, ce qui n'est pas le cas fondamentalement, mais qui est souvent cette perception-là. Ah oui, c'est carrément empreint d'une philosophie Oui. d'ambition sociétale, Oui, de révolution presque, d'un Alors, je ne sais pas mécanique si c'était économique. révolution, mais en fait. effectivement, c'était bien pour contrer les logiques privatrices sur les logiciels de l'époque, où on ferme le code et après, on empêche les gens, finalement, de s'approprier les outils qui ont été développés, quoi. Alors, il y a un autre terme qui revient souvent, c'est le terme open data. Et il y a souvent des confusions sur open source, open data. Est-ce que je peux vous entendre sur la définition de l'open data et la différence surtout vis-à-vis de l'open source? Alors, open source, on va dire que c'est un terme qui se rapporte à un logiciel informatique. Alors, même si aujourd'hui on l'emploie aussi pour d'autres domaines qui ont fait des émules dans d'autres situations, mais c'est surtout aujourd'hui, historiquement, un terme pour les logiciels informatiques et notamment sur l'aspect du code et du programme informatique. Alors que Open Data, on est sur la donnée pure, donc de la data. Donc en fait, l'Open Data, on va plutôt être sur la mise à disposition de la donnée en libre accès, alors que l'Open Source, on est axé sur la mise à disposition d'un programme informatique. Donc la grande différence, elle est là en fait. Et l'open data est né après justement cette question de open source logiciel libre, parce que ça a lancé des logiques comme la licence Creative Commons, dont on entend parler aussi sans savoir exactement ce dont il s'agit. Mais finalement, c'est pareil que le logiciel libre. Il y a une licence qui est associée souvent aux données qui sont sous open data, on va dire, ou une licence qui est associée à un contenu numérique comme la Creative Commons. Et quoi qu'il en soit, voilà, il y a toujours une licence qui est associée. Un logiciel libre n'est pas libre de droit, comme on l'entend aussi parfois. C'est une mauvaise assimilation. On va avoir une licence associée à ce logiciel. Et dans cette licence, pour être certain qu'on a affaire à un logiciel libre, il faudra qu'on retrouve à un moment donné les 4 libertés du logiciel libre. Alors, je vais vous faire répéter parce que moi, j'avais une question qui était, eh bien, le logiciel libre, finalement, c'est libre de droit. Alors, j'ai déjà un peu répondu, mais non, c'est pas libre de droit, c'est associé à on a les 4 libertés qui sont intégrées dans une licence associée au logiciel. C'est ce qui permettra de vérifier qu'on a bien affaire à un logiciel libre. Voilà. Et évidemment que aussi dans cette licence-là, il n'y a pas des clauses qui viennent contredire les 4 libertés. Sinon, ça annule évidemment la logique du logiciel libre. Est-ce que vous voulez compléter? Non, je pense que Laurent a tout dit. Ok. Est-ce qu'on peut rappeler ces 4 libertés et surtout, est-ce qu'on peut parler des différentes licences qui sont attachées à ces logiciels libres, mais donc pas libres de droit? Parce que ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel nous, en tant que professionnels, on a une vigilance particulière et puis il y a des obligations notamment déclaratives qui sont attachées à l'utilisation de certains codes, etc. Donc pour moi, c'est important qu'on fasse un point sur ces aspects pour clarifier cette possibilité d'utiliser ou non certaines parties des logiciels dans la création d'un autre logiciel qui parfois devient lui propriétaire. Alors, on va d'abord rappeler les 4 libertés, parce que c'est de là que tourne la définition de logiciel libre, mais aussi la définition de open source. Si on a ces 4 libertés, on va être libre et on va être open source. Donc, liberté d'utiliser, liberté d'analyser, et donc la conséquence forcément de cette liberté, c'est que le code doit être disponible. Liberté de modifier, ça aussi, il faut que le code soit disponible, sinon on ne pourra pas modifier. Et enfin, la liberté de redistribuer. Et ça, on va dire, c'est la pierre angulaire du logiciel libre et de l'open source qu'on retrouve à la fois dans la définition de Richard Stallman sur le logiciel libre, ainsi que dans la définition de l'open source, de l'OSI, dans les 10 points qui sont évoqués dans cette licence. Voilà, donc ça c'est pour l'aspect définition logiciel libre open source. Après, on a une autre notion qui est importante à connaître, c'est la notion de copyleft. Donc le copyleft, il faut savoir que dans les logiciels libres et open source, pour la suite du débat, je pense qu'on utilisera le terme l'un ou l'autre de manière indifférenciée, pour simplifier, mais dans cette notion de logiciel libre et open source, il va y avoir une famille, la moitié de ces logiciels qui vont être avec copyleft et l'autre moitié qui vont être sans copyleft. Le copyleft, c'est quoi? C'est un aspect contaminant de la licence. C'est-à-dire que si votre logiciel est avec copyleft, si vous faites une modification du code, le résultat final, le tout, il doit rester sur la même licence que le logiciel, que la licence de départ. Prenons l'exemple d'une licence avec copyleft, par exemple la GPL, qui est une des plus populaires. Si on fait une modification de ce code, eh bien le résultat final, il est aussi en GPL,
ou doit être compatible, en tout cas avec la GPL, et doit garder ces 4 libertés. Donc c'est contaminant. Et ça va se propager, quel que soit le nombre de modifications et le nombre de transitions que le logiciel se fait. Les logiciels qui sont sans copyleft, on a à peu près, je pense que c'est 50% des logiciels libres et open source. Là, par contre, on va pouvoir faire une modification, et cette modification, on va pouvoir la diffuser sous la licence que l'on veut, y compris une licence propriétaire. Donc on va perdre l'aspect open source. Et puis ensuite, il y a, on va dire, des hybrides, où là, ça va un peu plus compliqué, où c'est des licences open source, par exemple la LGPL, où on va dire c'est contaminant si on modifie le logiciel, mais uniquement pour les modifications qui dépendent du logiciel. Par contre, si on l'intègre au sein d'un... Alors ça, c'est compliqué à dire. Je ne sais pas si tu arriverais toi à définir le LGPL plus facilement que moi. Non, alors peut-être que ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, ce qui peut être très très perturbant pour les gens qui découvrent un peu ce monde-là, c'est la quantité et le nombre de licences finalement qui se déclinent autour du logiciel libre, quoi. C'est vrai que il y a une quantité assez impressionnante, et c'est vrai que c'est pas facile de savoir finalement si on a affaire à un logiciel libre, parce que normalement il faut lire la licence et regarder si on a les quatre libertés, et voir aussi si les autres clauses n'annulent pas ces libertés-là. Donc c'est pas forcément simple. Alors je pense que le plus dur pour les gens qui découvrent le sujet, c'est la terminologie. Oui. Parce que ça jargonne, enfin je veux dire, on n'a pas le choix, parce qu'il faut appeler un chat un chat. Donc il y a beaucoup de jargon qui est associé au logiciel libre, au monde du logiciel et de l'informatique en général d'ailleurs. Par contre, ce que moi j'arrive à retenir de ce que vous dites, si je schématise, et moi j'aime bien essayer de synthétiser et de schématiser, ce que vous dites c'est attention, quand vous utilisez un logiciel libre, la possibilité de réutiliser par d'autres utilisateurs ce que vous avez développé parfois est nativement obligatoire dans la licence que vous allez exploiter. Donc, ce que vous développerez parce que vous allez y passer du temps pour améliorer le logiciel en question, finalement, ça appartiendra aussi à tous les utilisateurs futurs de ce même logiciel. Et donc, ça devient en fait l'ADN, le nouvel ADN du logiciel en question. En tout cas, vous ne pouvez pas vous en attribuer une propriété exclusive et donc le revendre, ou exclusivement en tout cas, et ne pas le laisser à la communauté. C'est bien cette distinction-là. Il faut se poser la question, quand vous utilisez un logiciel libre et quand vous faites une modification, est-ce qu'il y a un copyleft ou pas? C'est vrai que s'il n'y a pas de copyleft, c'est assez simple. En fait, vous faites ce que vous voulez. Par contre, s'il y a un copyleft, attention, il faut le respecter. Il faut le respecter. Et par rapport à la licence LGPL que je disais, c'est justement une exception. Vous avez le droit de transformer cette licence. Donc, on va dire c'est une variante. C'est un hybride entre la licence sans copyleft et avec copyleft. On va dire que vous avez le droit de basculer la licence et passer en propriétaire sous certaines conditions. Donc, c'est cette LGPS qui vient un peu... créer pas mal de confusion. C'est quand même assez rare. En général, on est soit copyleft, soit sans copyleft. Donc, ce qu'on pourrait dire pour essayer de donner des astuces, en tout cas des éléments pratiques pour les personnes qui se posent la question, c'est d'abord faire une étude sommaire ou une vraie expertise de la licence avant utilisation au regard du besoin. Futur, surtout. Au besoin du voilà. Qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qu'on va en faire? Et donc on regarde du besoin, non pas de savoir si j'ai besoin d'ajouter ce petit plugin ou cette petite fonctionnalité, c'est bien qu'est-ce que je vais faire in fine de mon logiciel. Est-ce que j'envisage une commercialisation? Est-ce que j'envisage pas une commercialisation? Est-ce que je vais l'utiliser tout seul ou est-ce que je veux continuer de le mettre à disposition de tout le monde? Est-ce que c'est OK que je m'attribue exclusivement les résultats de mon développement, ou est-ce que je suis contraint par la licence de le laisser à la communauté? C'est bien ces questions qu'il faut se poser au regard de l'objectif qui est finalement business ou non, au niveau de l'organisation, etc. C'est vraiment des questions, on est d'accord? C'est des questions en amont qui sont extrêmement importantes. Voilà, avant de choisir avec quel logiciel libre on va se mettre à travailler, on va parler d'HolyCloud, d'Holybar, je pense que c'est intéressant de donner cet exemple. Il faut vraiment se poser la question. En amont, la première étape, c'est ça. Voilà. Une fois qu'on sait qu'on va sur du libre. Et c'est bien régi par le droit, tout ça, puisque très récemment, du coup, je vais faire une petite information d'actualité, mais Orange a été condamné à 860 000 € d'amende. C'est même hyper récent. C'est 14 février, donc on est vraiment dans l'actualité, suite finalement à l'abus d'utilisation d'une licence libre. Ils n'ont pas respecté la licence, et du coup, après 10 ans de procès, la petite société Entrouvert a gagné son procès. On peut peut-être la citer, parce que c'est de toute façon le bon exemple de la question qui se posait.
Orange a utilisé un logiciel qui était en licence GPL et a diffusé son logiciel auprès du commanditaire qui lui avait commandé son logiciel sans offrir le code source, alors qu'on a dit la GPL est avec copyleft, donc elle est contaminante. Ouais. Donc toute l'offre dérivée. Elle essaime, je préfère le terme essaimer plutôt que contaminer. Alors, c'est beaucoup plus positif. C'est vrai que post-Covid, contaminant, c'est dur. Ça essaime une logique de numérique partagé. Donc ça doit, ça infuse. Ça infuse et ça doit se propager, ce que n'avait pas fait Orange, c'est donc la raison pour laquelle il a été condamné. Ok. Alors, bon, on a beaucoup parlé des définitions, on a évoqué les différentes licences attachées. Donc, on a notamment des licences commerciales ou non, qui peuvent être... en tout cas, pour utilisation commerciale ou non de certains... On va peut-être préciser une notion qui est l'open core avant de rentrer dans les autres questions. Tout à fait. Alors, l'open core, c'est quoi ? Pour faire simple, on débarre avec un logiciel libre, open source, donc on a quelques exemples de gros logiciels qui sont sur ce modèle-là, mais il n'y a pas tout. Le logiciel est bridé dans le sens où il n'y a pas toutes les fonctionnalités. C'est un peu l'idée d'un produit d'appel en open source. Donc on bénéficie de l'aura de l'open source, des qualités, des avantages qu'on va évoquer après de l'open source pour diffuser un produit. Par contre, il va y avoir des manques, des fonctionnalités qu'on n'aura pas. Et l'idée de l'open core, c'est de dire, voilà, ces manques, vous pouvez les avoir, mais il va falloir les payer et les acheter, et ça va être diffusé sous une licence propriétaire. Donc l'open core, c'est un peu une sorte de produit d'appel en open source qui est incomplet, et on va compléter avec des fonctionnalités avancées ou supplémentaires qui, elles, sont en licence propriétaire. Donc c'est ça ce qu'on appelle l'open core. Voilà. Et donc c'est un modèle qui permet à certaines entreprises d'essayer de bénéficier de la bonne image de l'open source, des avantages de l'open source, pour ensuite bénéficier des avantages du propriétaire en pouvant finalement appliquer une politique de prix qui va être ceux qui veulent. Voilà. Donc ça pose pas mal de problèmes, on en reviendra après, mais c'est une définition qu'il faut connaître, l'open core. Et après, il y a aussi la notion de dual licence, donc qui est assez proche de l'open core, où c'est un logiciel open source, mais c'est le même logiciel open source. Par contre, on va le proposer sous deux licences, soit une licence open source, soit une licence propriétaire. Et c'est l'utilisateur qui va décider quelle licence il va prendre. En général, licence propriétaire, ça va être payant, mais l'avantage, c'est que l'utilisateur va faire ce qu'il veut et ne va pas forcément être soumis à l'aspect essaimage imposé par la licence libre, ou il va décider de prendre un logiciel qui est sous licence libre, mais par contre, il va être soumis à l'obligation du copyleft, c'est-à-dire qu'il va devoir faire en sorte, s'il fait des modifications, que ces modifications soient aussi en licence libre. Donc ça, c'est le dual licence. Est-ce que tu veux compléter, Laurent ? Alors, pas sur ce point-là. Je voulais revenir tout à l'heure sur la gratuité, parce que je ne sais pas si ça a été extrêmement clair, mais logiciel libre ne veut pas dire logiciel gratuit. On y va ? On y va, parfait. On y va ? J'attends la question. Du coup, logiciel libre, évidemment, c'est une idée reçue incroyable. Libre, c'est gratuit. Non, alors justement, ça c'est vrai qu'on assimile la définition du logiciel libre à logiciel gratuit. Alors c'est vrai qu'à l'usage, on constate généralement que le logiciel libre est un usage gratuit, mais néanmoins, il faut payer des développeurs. Laurent, détailleur, est bien placé pour le savoir. Et je peux prendre un exemple. On peut faire payer pour du logiciel libre à l'usage. Je vais prendre l'exemple d'un tout petit jeu qui s'appelle Shattered Pixel Dungeon sur le magasin Play Store de Google. Il est payant sur le magasin Play Store. Si on prend un magasin alternatif comme F-Droid, il est gratuit. Donc on a deux offres très différentes, puisque d'un côté on l'a gratuitement et de l'autre côté on est obligé de le payer. Mais ça veut bien dire là que potentiellement on a le droit de faire payer l'usage ou le téléchargement et l'installation d'un logiciel libre. Ce qui va être limitant, c'est qu'effectivement on ne va pas pouvoir se créer un monopole sur ce modèle-là. On ne va pas pouvoir devenir Microsoft avec des logiciels libres, parce qu'évidemment, il y aura toujours quelqu'un qui va compenser le coût de la vente de ce logiciel-là. Donc voilà, il faut absolument se retirer de la tête l'idée que logiciel libre égale logiciel gratuit. Ça, oui, alors moi, je voudrais aussi insister sur le fait que logiciel libre n'est peut-être gratuit pour le récupérer, mais qu'en tout cas, lorsqu'on demande à des personnes comme des chefs de projet de l'installer, c'est pas parce que le logiciel est accessible et potentiellement gratuit que le temps d'installation, de chefferie de projet, etc. et donc que le projet associé à la mise en œuvre d'un logiciel libre sera lui gratuit. On est d'accord. Il faut dissocier l'aspect acquisition du logiciel
et aspects qui sont les coûts d'implantation du logiciel, coûts de maintenance, coûts d'évolution, coûts de support, ce sont deux choses différentes. Effectivement, sur l'aspect acquisition, c'est très souvent gratuit. On l'a dit, ce n'est pas une obligation. Pourquoi c'est souvent gratuit? Parce que puisque on a la liberté de redistribuer, si vous essayez de vendre ce produit de manière très chère, on a le droit, c'est même encouragé par Richard Stallman lui-même, qui est à l'origine de naissance GPL. Pourquoi, si vous essayez de le vendre très cher, comme celui qui l'a acheté ensuite le droit de le redistribuer gratuitement, bah, qui dirait quelque part, il casse cette possibilité. C'est pas intéressant d'aller l'acheter alors qu'on peut l'avoir gratuit chez le voisin. Donc en fait, c'est très dur d'avoir un modèle économique sur la vente. Donc c'est pour ça que c'est très souvent soit gratuit, soit des tarifs qui sont très très bas. Ça, c'est la raison pour laquelle on fait souvent cette confusion. Mais maintenant, acquérir le logiciel, ça ne suffit pas. Il faut ensuite avoir la connaissance technique pour l'installer, l'exploiter, etc. Donc ça, on fait appel à des sociétés de services et elles, on est sur un business model c'est là-dessus que se fait le business model souvent de l'open source. Ça va être sur l'hébergement, sur la formation, etc. Et là, on n'est pas du tout gratuit. Par contre, on va constater des coûts qui sont quand même beaucoup plus bas que dans le propriétaire. Plein de raisons qu'on peut évoquer, peut-être qu'on évoquera à la suite, on peut évoquer maintenant. Alors justement, il y a cette question que le libre, et tu l'évoques un peu, c'est que le libre, il y a cette idée que finalement, c'est uniquement pour les experts informatiques. On ne peut pas faire du libre quand on n'est pas un super expert. Alors moi, j'ai deux choses à dire là-dessus. D'abord, faut bien qu'on distingue le type de logiciel dont on parle. Effectivement, Dolibar, c'est un logiciel qui s'installe sur un serveur, donc il faut avoir quelques compétences, etc. Mais si on prend par exemple LibreOffice, la suite bureautique, là on télécharge, si on est sous Windows, on télécharge un .exe, on l'installe comme un logiciel propriétaire. Là, c'est absolument transparent, il n'y a absolument pas de différence. Ce qui va faire la différence, c'est que si on était habitué évidemment à Microsoft et qu'on doit passer sur LibreOffice, on va avoir l'impression que c'est moins bien fait, sauf que c'est juste un changement d'habitude qui fait qu'à un moment donné, on sera plus habitué à LibreOffice qu'à Microsoft. Oui, c'est une question d'interface en fait. C'est l'ergonomie de la... Voilà, on refait passer sous... j'utilise LibreOffice depuis plus de 10 ans maintenant. On me refait passer sous Microsoft. Je suis complètement perdu et je peste autant que les gens qui arrivent sous LibreOffice. Donc voilà, donc ça c'est les types de logiciels sur le poste client, on va dire. Et puis après peut-être sur les logiciels... La destination du particulier, effectivement, voilà. En général, c'est de la gratuité parce qu'il n'y a pas de coût derrière. Par contre, effectivement, dès qu'on est dans le monde professionnel, en général, on va vouloir du service en plus. Et c'est ce service qui ne va pas être gratuit. Alors justement, finalement, quand on veut mettre en place un ERP ou un CRM, là, on va avoir besoin d'expertise, mais finalement, on a besoin d'expertise très classiquement, comme pour les logiciels propriétaires. On a besoin d'une expertise pour l'installation, on a la mise en œuvre, on a besoin donc pour le projet d'installation de logiciel, mais on va avoir le même besoin pour l'hébergement, on aura le même besoin pour la maintenance. Finalement, quelle différence avec le logiciel propriétaire lorsqu'on fait du libre sur, je vais appeler ça des logiciels complexes, ou en tout cas des logiciels dont qu'on pourrait pas télécharger comme ça en tant que particulier de manière simple et démarrer une mise en œuvre en 3 clics, quoi. Donc effectivement, pour les logiciels plus sophistiqués et qui sont souvent à destination des entreprises, on va avoir les mêmes besoins, mais on ne va pas forcément répondre à ce besoin de la même manière. Par exemple, le fait que le logiciel soit libre et le fait qu'on puisse accéder aux sources, on va avoir la possibilité, si on a des équipes internes, par exemple pour les grosses sociétés c'est souvent le cas, on va avoir la possibilité de faire en sorte que ces équipes internes montent en compétence d'elles-mêmes sur le logiciel, ce qui est totalement impossible avec un logiciel propriétaire. On est obligé de faire appel finalement à l'éditeur qui est le seul à connaître son logiciel, à connaître le secret. Alors qu'avec du libre, on peut décider ou pas de faire monter en compétence ces équipes internes qui vont eux-mêmes rentrer dans le code et au moindre problème vont être capables eux-mêmes d'intervenir et de dépanner. Donc là, on a déjà une première différence où on va pouvoir s'affranchir finalement d'exigences et de tarifications imposées par l'éditeur en sollicitant des équipes internes ou en sollicitant des prestataires de services, mais qui eux-mêmes vont être en concurrence beaucoup plus importante dans le libre que dans le propriétaire, puisque là encore, le code source étant ouvert, des sociétés qui sont capables d'intervenir sur le logiciel. Je prends l'exemple d'Olibar, qui est un logiciel que je connais très bien. On va dire des prestataires qui sont capables de se positionner en tant qu'éditeurs. On en a en France plus d'une 50aine, sans problème. Et donc, on peut décider de choisir parmi ces 50-là. Donc forcément, il y a une concurrence un peu plus accrue que si je prends un logiciel propriétaire, où là, en gros, il faut faire appel à un prestataire
Voilà. Oui, certifié, reconnu Quelqu'un par qui a le soit au moins une certification de l'éditeur, avec la tarification souvent imposée par l'éditeur. Donc en fait, c'est un autre élément qui fait que ça tire vers le bas les tarifs. Donc, ce qu'on pourrait dire, c'est que le logiciel libre, c'est pas gratuit, mais ça permet quand même de maîtriser ses coûts. Complètement. Et puis, ce qu'on pourrait dire, c'est que le libre, c'est pas uniquement pour les experts, mais quand même, il va falloir en avoir, notamment pour le suivi, la maintenance et en cas d'incident, finalement, dans la même situation que pour un logiciel propriétaire, finalement, ça fonctionnera pareil. On a besoin d'experts pour intervenir en cas de sujet. Et peut-être que la différence, c'est justement l'émancipation et la maîtrise des données. C'est-à-dire qu'un logiciel propriétaire, il est propriétaire et on ne sait pas comment il fonctionne définitivement. On est obligé de faire confiance à l'éditeur. Dans 95% des cas, ok, pas de souci. Sauf qu'on sait par ailleurs, et on l'a vu dans le scandale Cambridge Analytica, les gens qui ont de la donnée, qui ont la capacité qui ont un code fermé, peuvent faire ce qu'ils veulent derrière. Donc, ils peuvent faire remonter de la donnée aux États-Unis, etc. Et donc, du coup, c'est vrai que l'alternative libre permet de s'émanciper justement de ce type de système-là. Moi, quand j'étais au CMA, on accompagnait les associations dans l'appropriation d'un logiciel libre qui s'appelait Zourit. Et effectivement, ce qui était le plus important là-dedans, c'était les 4 jours de formation en amont de l'utilisation du logiciel. On rejoint ce que tu disais, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut accompagner les gens pour qu'ils puissent se prendre en main et puis faire cette phase de transition quand on passe de Microsoft à LibreOffice, par exemple. En fait, ce que tu dis, c'est que finalement, le logiciel libre, il permet de reprendre une maîtrise, si on doit résumer. Je me permets de faire des données. Une maîtrise du sujet, de la connaissance du logiciel qu'on va utiliser, et donc qui permet de reprendre une forme de contrôle vis-à-vis de l'outil et de ne pas subir l'outil d'un tiers. Même si parfois c'est plus confortable de passer par du propriétaire. Mais en l'occurrence, c'est vraiment cette idée qu'en tout cas, on a la possibilité de reprendre un contrôle. Et donc, soyons vigilants sur la formation préalable à l'utilisation du logiciel. C'est ce que tu dis. C'est ça. Et c'est une condition nécessaire, mais qui n'est pas suffisante, parce que derrière, il y a encore de la sensibilisation sur les usages du numérique d'une manière générale par rapport à la cybersécurité. C'est très complémentaire, mais en tout cas, si on veut aller vers une meilleure maîtrise des systèmes d'information, le logiciel libre me semble une condition nécessaire. Alors, souvent, on dit aussi que le logiciel libre, c'est finalement de mauvaise qualité. Alors là, je ne suis pas du tout d'accord. Ça, quand on dit souvent dit, je pense que c'était il y a 15-20 ans. En fait, il y a cette idée un peu de, je vais dire, logiciel libre bashing, quoi. Alors, il est vrai qu'il y a 15-20 ans, le logiciel libre, on ne savait pas trop ce que c'était. Et on pouvait se dire, puisqu'il n'y a pas forcément une société derrière, mais qu'il y en a plusieurs, c'est suspect. Il y a une gouvernance qui est un peu plus complexe, donc forcément, il va y avoir une qualité qui va peut-être être moindre. Ça, c'est ce qu'on pensait il y a 15-20 ans. Aujourd'hui, je pense que cette idée, elle est plus du tout d'actualité. Il n'y a plus grand monde qui pense ça, puisqu'aujourd'hui, la gros des 80% de l'informatique aujourd'hui a du composant libre et est basé sur le libre. Ça, c'est une étude qui a été publiée, la grande étude de l'open source 2023 qui a été publiée il y a 3 mois, qui a sorti ces chiffres-là. Et aujourd'hui, on sait que la qualité passe par l'open source, puisque justement, grâce au code ouvert, on a une masse de développeurs plus importante, on a plus de contributions pour corriger cette qualité, et c'est ça on évolue plus vite en fait. Et donc on tend plus vite vers le niveau de qualité. Et d'ailleurs, tous les outils d'excellence, les outils d'intégration continue, donc toute cette famille d'outils que mettent en place les entreprises pour améliorer la qualité de leur outil, c'est des outils qui sont eux-mêmes open source et qui sont tirés par le mouvement open source. Donc c'est eux qui tirent la qualité. Justement, aujourd'hui, il y a beaucoup de sujets autour de l'intelligence artificielle, l'accès au code, la question de qu'est-ce qu'il y a dans le réacteur finalement. Et le libre permet cet audit de code et donc vérifier. Alors, on ne va pas en parler sur ce podcast parce qu'on a dit qu'on ferait une série du coup. Voilà, spoiler alerte, le deuxième sujet sera la sécurité, mais il y a vraiment cette idée quand même que finalement, le libre permet l'accès, permet d'ouvrir le capot, regarder ce qu'il y a dans le moteur, de comment ça fonctionne, de quelles pièces on a. Et du coup, ça veut dire aussi qu'on peut avoir conscience qu'en cas de défaillance, on va pouvoir intervenir peut-être beaucoup plus rapidement et sans subir en tant qu'utilisateur le temps de réponse du propriétaire, puisque là, en l'occurrence, c'est nous qui allons intervenir directement. C'est un facteur qui est hyper important pour avoir travaillé à la fois sur des ERP propriétaire et libre. Il n'y a pas photo. Le temps de réaction sur le libre est beaucoup plus court que sur le propriétaire. Ouais. Il faut du coup peut-être avoir conscience qu'en fait, derrière le libre, il y a une communauté. Il n'y a pas un propriétaire. Il y a une communauté. Donc l'information
normalement censé se disperser plus vite. Il y a autant de communautés que de projets libres, en fait. Hein. Les structurations, les modes de fonctionnement, comment dirais-je, l'importance des communautés derrière un logiciel va être fonction évidemment de la célébrité entre guillemets du logiciel. Donc effectivement, faut appréhender à chaque fois comment est structurée la communauté, quel âge elle a, quelle expérience elle a. Ça, c'est extrêmement important. Ça fait partie aussi peut-être des choses à mesurer quand on cherche un logiciel libre. Partie des critères de choix, parce qu'il y a du bon logiciel libre et du mauvais, comme partout, avec une grosse communauté, une petite communauté. Mais néanmoins, à un moment donné, si le code source est ouvert, si la communauté ne réagit pas, ne répond pas, parce qu'on n'a pas mis assez d'argent pour la soutenir non plus, on peut aussi se poser cette question-là. On peut se dire, je prends le code source et je fais ce qu'on appelle un fork, une fourchette en anglais, et je développe une nouvelle branche de ce logiciel libre. C'est ça aussi, cette liberté qui est extrêmement importante. Ou si je n'ai pas la réaction attendue en réponse à mon problème, je peux faire appel à un prestataire, quel qu'il soit, qui lui a la capacité à la fois juridique et la capacité technique à résoudre mon problème. Alors justement, tu l'as un peu soulevé, tu as soulevé la question. Comment je choisis mon logiciel ? Au tout début de notre échange, on a évoqué des questions à se poser vis-à-vis du choix, mais finalement, comment après je vais arbitrer ? Donc là, on a plutôt parlé des licences, de savoir exactement ce qu'il fallait aller chercher comme droit associé au logiciel que j'envisage d'utiliser. Mais là, la question... tu l'as posé tout seul, c'est-à-dire il y a des bons et des mauvais chasseurs. Bon, là, il y a des bons et des mauvais logiciels libres. Comment je fais la distinction et quels sont les critères ? Parce que je ne suis pas sûre qu'il y ait une réponse. Je pense que ça dépend beaucoup des projets et de l'équipe. Et donc, voilà. Mais quelles questions je dois me poser pour pas me tromper, en fait ? Alors, moi, je peux répondre à aux critères que moi, je prends personnellement lorsque je dois choisir un logiciel. Tu compléteras si... Et Laurent complétera sûrement avec ce que je n'applique pas. Le premier critère, on va regarder l'âge du projet. Un projet qui a 20 ans d'existence, on va agir, on sait qu'il a beaucoup plus de chances de durer encore 20-30 ans qu'un projet qui vient de naître. Il y a beaucoup d'effets de mode dans l'informatique, c'est pas propre au libre ou pas, il y a beaucoup d'effets de mode. Ceci existe parce que c'est la mode, mais en fait, 6 mois après, on n'en entend plus parler, ou 1 an après, c'est fini. Donc déjà, je vais prendre l'âge. Ensuite, je vais regarder la communauté. La communauté, c'est combien de développeurs participent. Est-ce qu'il y en a un, c'est un projet unipersonnel, ou est-ce qu'il y a une grosse communauté de développeurs ? Là encore, plus la communauté est grande, plus la pérennité sera assurée, même si on l'a dit, la pérennité d'un projet open source est souvent assurée du fait que le code est ouvert. Et au pire, on peut s'assurer soi-même en faisant appel à un prestataire. Mais si on veut être sûr de ne pas avoir à le faire soi-même ou l'avoir vraiment à moindre coût, on va regarder la taille de la communauté. Et après, on va regarder la licence. Qu'est-ce que je veux faire ? Je prends un logiciel, qu'est-ce que je vais en faire demain ? Est-ce que je peux prendre un logiciel avec copyleft ou est-ce que je dois prendre un logiciel sans copyleft ? On l'a évoqué au tout début, ça c'est important. Donc ça, il va falloir choisir un qui est dans la licence qui nous convient. Ça, je dirais, c'est les 3 critères que moi, personnellement, je vais prendre en compte. Peut-être que tu en as d'autres, Laurent. Non, après, c'est concrètement, finalement, comment on fait. Alors déjà, les sites internet des projets sont des mines de renseignements pour savoir, effectivement, depuis quand ils fonctionnent. Est-ce qu'il y a un forum ? Est-ce que ce forum est vivant ? Est-ce que beaucoup de gens posent des questions ? Après, maintenant, il y a les forges logicielles sur lesquelles, finalement, on peut voir aussi toutes les propositions de modification du code qui sont soumises, comment elles sont acceptées, etc., la fréquence d'acceptation, le nombre de modifications qui sont suggérées. Tout ça, ce sont des indicateurs qui vont, effectivement, aider à se dire, voilà, ça, c'est un projet qui me semble solide, donc je peux aller, par exemple, vers ce projet-là. Tout en sachant que si la communauté est trop grande parfois, c'est aussi, à un moment donné, on peut atteindre une masse critique et puis des gens qui se disent « Ah ben non, c'est pas du tout la direction qu'on veut prendre », il peut y avoir des scissions à ce moment-là. Mais quoi qu'il en soit, le code étant ouvert, à un moment donné, on peut toujours reprendre en main son destin. C'est une belle synthèse, je trouve. Justement... Et c'est une belle transition que tu m'offres parce que on n'en a pas parlé, en tout cas pas directement quand on a préparé l'épisode, mais il y a quand même... aujourd'hui, on parle beaucoup de souveraineté et donc d'autonomie.
j'ai du mal à mettre la souveraineté dans le même sac que l'idée qu'il faut être en repli sur soi, etc. Mais cette question d'autonomie, moi, c'est quelque chose qu'on voit aussi beaucoup dans nos dossiers, chez nos clients, l'autonomie technologique, la possibilité de reprendre le contrôle et de ne pas subir les affres de son éditeur ou autre, d'ailleurs, sur la technologie, alors même que la technologie, finalement, c'est... à infuser pour le coup vraiment tous les pans de l'organisation. Que ce soit une organisation associative ou privée, ça ne change rien. Le numérique est vraiment partout. Et donc, finalement, est-ce qu'on pourrait dire quand même que cette autonomie, cette souveraineté de l'organisation pourrait passer par le libre et par l'adoption de logiciels libres? Je pose la question, j'ouvre. Je ne sais pas. Alors, tu poses la question en disant est-ce que ça peut? Moi, j'irais plus loin et je dirais peut-on faire autrement? Moi, j'ai dit tout à l'heure, c'est une condition nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Mais du point de vue de l'April, c'est une certitude que c'est une condition nécessaire. Je partage le point de vue. C'est, pour moi, si on n'a pas la possibilité d'auditer le code, comment peut-on avoir la garantie que les données, le programme, à 100%, parce qu'en fait, à une garantie à 99%, ce n'est pas une garantie. Donc, il faut une garantie à 100%. Et ça, il n'y a que par l'auditabilité qu'on peut l'avoir. Du coup, si je me fais un peu l'avocat du diable, je me dis aussi, bah oui, mais si on me donne l'accès, bah on me transfère la responsabilité. Parce que à partir du moment où je vais avoir... Ah bah désolé les gars. À partir du moment où j'ai l'accès au contenu, bah j'en deviens responsable. Alors que si c'est un logiciel propriétaire, bah il n'a pas maintenu son truc. Il avait une garantie vis-à-vis de moi. Il a notamment une garantie légale de conformité de ce qu'il me livre. C'est pas conforme une norme. D'ailleurs, on va se poser la question, est-ce que le logiciel libre permet de respecter les normes? Bah finalement, et peut-être que c'est aussi un choix délibéré des organisations de se dire, bah je passe par du propriétaire parce que s'il y a un problème, c'est lui qui va assumer. Alors que finalement, si je prends du libre, je vais assumer mon choix. Forcément, ça peut être un tiers qui assume. Et on va faire justement, on va prendre l'exemple de la loi finance. Donc cette loi, tu aimes bien. Je l'aime bien parce que j'ai beaucoup participé. Il y a des gens qui s'ennuient vraiment. Voilà, à la rédaction du texte, avec l'aide de l'April aussi d'ailleurs. Donc cette loi finance, elle disait voilà, il y a des abus dans l'utilisation des logiciels, il y a des logiciels d'encaissement. Ouais. On encaisse et puis ensuite il y a un bouton j'efface. Et du coup, ça permet de la fraude. Et donc ça, l'État a dit stop. On va mettre maintenant une réglementation et on va obliger à ce que les logiciels respectent certaines règles d'inaltérabilité. On ne peut plus effacer la donnée. Donc cette loi finance qui date de 2016, au départ, il date de 2016, même si elle a été mise en œuvre vraiment que dans la vraie pratique, on est plutôt sur 2019, où c'était vraiment effectif, eh bien, elle a dit, voilà, on va imposer des règles au logiciel. Et dans la manière d'imposer ces règles, c'était aux éditeurs. Donc là, effectivement, si on achète un logiciel propriétaire, c'est l'éditeur qui prend la responsabilité en proposant ce logiciel avec une certification loi finance. Mais il y a dans la loi une autre possibilité, justement, qui a été faite, pensée pour les logiciels libres et open source, c'est de dire, c'est un autre mécanisme, c'est le mécanisme d'attestation. Et là, on va, vu qu'il n'y a pas vraiment d'éditeur identifié, puisqu'en fait, on peut être plusieurs à éditer un logiciel libre, plusieurs sociétés, eh bien, on va dire, celui qui va utiliser, il va se reposer sur une attestation qui va être fournie par un tiers. Et là, c'est sur le tiers qu'on se repose. Donc le tiers, ça peut être une société informatique de son choix. Et donc c'est la responsabilité, c'est le tiers qui va fournir l'attestation. Et donc là, ce n'est pas l'utilisateur qui prend cette responsabilité. Oui, Il obtient l'attestation d'un tiers qui n'est pas forcément l'éditeur d'origine. Oui, d'accord, mais sur l'exemple qu'on donnait tout à l'heure sur le fait d'avoir accès au code et notamment qu'il y ait un problème dans le code ou qu'il n'y en ait pas, à partir du moment où moi j'ai accès au code, on m'a un peu transféré la responsabilité. Ouais, mais est-ce que la souveraineté n'implique pas la responsabilité finalement? Ah non, mais ça, moi j'ouvre la mais question. Du coup, je me permets Non, mais c'est pour ça que je disais je fais l'avocat du diable. C'est parce que effectivement, en fait, ce sont des arguments qui sont souvent mis en valeur pour critiquer le libre ou pour donner des arguments en faveur des logiciels propriétaires. Moi, j'ai pas de religion particulière. Ce que je veux, c'est juste qu'on puisse nourrir le raisonnement. Et ce sont des questions qui doivent
Oui, mais alerter. C'est Et donc, une question. Alors, j'anticipe un peu sur l'émission d'après sur la cyber, mais effectivement, le partage du risque fait partie des logiques liées au risque. Mais effectivement, du coup, c'est vraiment à l'utilisateur de savoir ce qu'il est prêt à assumer. Et à un moment donné, quand il a des données sensibles, quand il a des données importantes, eh bien, ça me semble important de choisir des outils qu'il peut maîtriser. pour le coup, avec ou sans données, sensibles ou importantes, quand on a un logiciel qui est le cœur du réacteur de l'activité, Bien sûr. si on ne maîtrise pas, ça peut poser des questions. C'était J'en suis convaincu. C'était juste ça, mais pour moi, c'était une manière juste de soulever que là, on avait des zones sur lesquelles finalement, on a une forme. Enfin, pour moi, il y a un enjeu qui est beaucoup plus fin que finalement une simple volonté, voilà, d'être dans le libre parce que c'est plus simple. Enfin, je sais pas quel. C'est presque parfois dogmatique quand on discute avec des gens sur du libre, et donc. Si vous voulez, c'était aussi une manière de dézoomer en disant il y a d'autres sujets, il y a des sujets notamment en termes de responsabilité qui sont posés, et donc de sujets de souveraineté, de dépendance, ou d'indépendance, et donc aussi les sujets de responsabilité qui vont découler de cette situation de prendre le choix du libre ou le choix du propriétaire qui, sous les angles de responsabilité, n'exonère pas non plus l'utilisateur de sa responsabilité, etc. C'est pas ça que je dis, mais je dis juste que c'est des questions, à mon avis, qu'il faut se poser. La force du livre, justement, c'est que le code étant ouvert sur ces problématiques de responsabilité, on peut se faire aider par un tiers et on a le choix de ce tiers. En fait. Oui, on peut faire des audits de code. On peut faire des audits de oui, code bien par sûr. un tel, et puis pour l'aspect responsabilité du code, mais on peut aussi faire appel à un cabinet d'avocats ou pour d'autres problématiques, sachant que le cabinet lui-même d'avocats lui-même va avoir peut-être des spécialistes sur l'applicatif ou sur le numérique, qui lui-même va pouvoir se faire appel à faire des audits de code pour ses prestations. Voilà, donc le livre ouvre vraiment des portes qui font que tous ces problèmes de responsabilité, finalement, sont plus simples à gérer. Certes, il faut se prendre en main, mais on a la possibilité de le faire plus facilement et avec surtout une garantie de résultats que l'on va maîtriser. On ne paraphrasera pas Spider-Man, mais on y pensera quand même. C'est un peu ça. Et le libre, voilà. Et le libre, c'est pas le DAWA, quoi. Donc éventuellement Digital Alternative Way, mais pour un numérique plus éthique. Ok. On arrive à la fin de l'épisode. J'ai envie de vous demander aujourd'hui, finalement, s'il y avait un argument à retenir pour le libre, pour toi, Laurent, ce serait... Enfin, c'est Laurent et Laurent. Laurent Costi, pour toi, ce serait quoi ? L'émancipation, ouais. Et pour toi ? C'est l'aspect qualitatif des solutions. Il y en a des bonnes et des mauvaises, mais celles qui sont dans les bonnes, on va dire pour moi, sont quand même largement un cran au-dessus des solutions. Ok. Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose avant qu'on se quitte sur le logiciel libre ? Moi, je renvoie les gens vers tout cet écosystème libriste là qui propose d'accompagner les gens, de former les gens, qui organise. Allez voir l'agenda du libre, qui permet justement de voir toutes les manifestations qui existent dans les associations, mais aussi des rencontres un peu plus importantes, où on peut venir avec son ordinateur, tester des solutions alternatives libres, puis commencer à faire le premier pas pour s'ouvrir à ce monde qui est effectivement, alors parfois est un peu aride, un peu complexe, mais une fois qu'on y est passé, on n'a plus du tout envie de faire marche arrière. Ouais, en fait, c'est finalement un peu complexe sur les premiers temps, en fait, notamment en termes de vocabulaire. Oui. Mais c'est ça pour tout le monde dans l'informatique, oui, quel que soit le. C'est l'avocate qui dit ça. Alors, oui. Le monde du juridique est quand même pas. Non, je vois pas de quoi tu parles. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Non, je pense qu'aujourd'hui, on n'est plus dans la même situation qu'il y a 10 ou 15 ans. Le rapport donc sur la grande enquête sur l'open source qui a été publié l'a montré. Aujourd'hui, en tout cas dans le monde des entreprises, aujourd'hui ce podcast, il a destination des entreprises, mais aussi des particuliers. Pour les particuliers, c'est un peu plus compliqué, mais pour les entreprises aujourd'hui, le libre et ses valeurs positives aujourd'hui sont acquis. On a vu que c'était 80% et entre 80 et 80% selon qu'on interroge l'administration ou le monde du privé, sont convaincus qu'aujourd'hui, il faut partir vers le libre. On sait qu'il y a du libre aujourd'hui maintenant partout, n'importe qui, on ne peut plus faire une solution informatique, ne serait-ce que pour des questions de coût, de rapidité, tout va très vite, on ne peut plus repartir de zéro, on est obligé de partir sur le libre. Donc le libre a aujourd'hui maintenant très bonne presse. On sait que l'open source n'a pas les défauts que l'on pensait au tout début.
Donc, il n'y a plus vraiment besoin d'évangéliser. Par contre, effectivement, et ce podcast est bienvenu pour ça, c'est qu'il y a encore des problématiques dans les terminologies. On a évoqué tous ces termes et j'espère qu'on a répondu à ces questions. Open source, copyleft, open core, etc. Et je pense que ça aura clarifié les choses auprès de tout le monde. Et voilà. Bah écoutez, merci beaucoup d'être venu, du coup on peut dire, sur le plateau de la Robe Numérique. Et merci à tous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode. Si vous avez des questions et si finalement, sur certains points, nous n'avons pas été suffisamment clairs, n'hésitez pas à nous envoyer des mails, des commentaires, des messages, lâchez-vous. On répondra. Je suis sûre qu'ils seront ravis de revenir pour répondre à vos questions. Et puis, n'hésitez pas à vous rendre sur notamment le site d'April, du coup, pour obtenir des informations et également sur le site de Dolibar et d'aller voir la communauté Dolibar. Voilà, on me retrouvera sur le site de Dolibar, on peut me retrouver en détail, il n'y a pas de souci. Merci en tout cas et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de la Robe Numérique.